Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde inconnu sur votre chaîne Canal 2 International. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons tous les mardis dès 23h pour partager avec vous tout ce qui relève de la métaphysique, de la spiritualité. C'est également un moment où vous et nous pouvons échanger ensemble. Au programme ce soir, vous aurez la chronique qui va se faire en deux parties, la réflexion et l'évocation, la page pratique, mais également le SOS téléspectateur. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche ou alors qui s'afficheront au bas de l'écran. Professeur Herman Yaglipote, bonsoir. Bonsoir Georges Boubé. Bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de l'émission Le monde inconnu, professeur Herman Yaglipote, oui. et Canal 2 International. Et ceux qui nous suivent sur YouTube, on dit également bonsoir, bonjour, ça dépend de quel moment ils peuvent être. D'où il se trouve. Ouais. Vous allez bien, professeur? Très bien. D'accord. Très souvent, on me pose la question de savoir à quoi sert votre baguette. C'est ma baguette magique. À quoi ça sert, professeur? Ça sert à quelque chose. À quoi donc? Bon, ben disons, c'est pas le thème. D'accord. On va passer, ok, on va prendre la première partie de la chronique, la sorcellerie et l'intelligence artificielle. Sorcellerie et intelligence artificielle. Il y a bientôt 3 ans que nous parlions pour la première fois de l'intelligence artificielle dans le cadre de ce programme. Au cours de cette édition, nous y revenons encore, on dirait, parce que l'actualité l'oblige que nous profissions pour engager un quelconque décryptage de ce phénomène. L'intelligence artificielle, au-delà de son côté classique, doit cacher en son sein quelque chose d'occulte, outre un danger. À vouloir décrypter le phénomène de l'intelligence artificielle, cela nous conduira en droite ligne dans le dépistage de sa double dimension. Et suivant notre volonté de venir à bout dans la connaissance des causes des maladies physiques, surtout occultes, qui en découleraient, nous devons rester déterminés dans nos recherches. En ce qui concerne l'intelligence dont il est question, nos recherches vont nous situer sur où serait la place de l'homme face à de telles technologies. Car on doit faire attention aux effets des vibrations électromagnétiques, tant du point de vue professionnel, mais surtout de la garantie de ce que peut le progrès technique par rapport au bien-être, la santé. D'ailleurs, il faut souligner que c'est du point de vue occulte que la détérioration de la santé commence. L'intelligence dite artificielle existe depuis la nuit des temps, sauf que la pesanteur du temps d'une époque à une autre l'est changée. De nos jours, avec une certaine course engagée ici et là sur le plan matériel, le monde ne fait que s'enfoncer dans une sorte de labyrinthe à la solde d'un système économique. Celle-ci influence tout, car elle s'artificialise de plus en plus elle-même, et tout en même temps au jour le jour. Ce n'est pas les modèles qui manquent, à titre de parenthèse, il y a toujours eu de précurseurs. Dans cette longue liste d'inventions pour ne point dire de découvertes, les Noirs ne sont pas du reste, malgré que leurs noms n'y apparaissent que par défaut, à l'exemple de ces co-inventeurs de la lampe électrique, Joseph V. Nicholl et Louis Ashley Tummer. C'est, le 13 septembre 1881 qu'il eut réalisé cette invention, qui malheureusement, a été attribuée à un certain, blanc, Thomas Edison. Oui. L'intelligence artificielle est une découverte d'un modèle d'instrument devant donner un sens à l'économie, c'est-à-dire, beaucoup gagner pour peu d'efforts. C'est dans cette perspective qu'un certain John McCarthy du Massachusetts Institute of Technology est cité comme un des inventeurs de l'intelligence artificielle. L'université de Carnegie Mellon définit comme la construction de programmes informatiques qui s'adonnent à des tâches qui sont pour l'instant accomplies de façon exceptionnelle. Cette jeune discipline qu'est l'intelligence artificielle, âgée de moins de 60 ans, théoriquement et techniquement, se veut être une science basée sur la logique, mathématiques, statistiques,
probabilité, neurobiologie computationnelle et informatique, dans le but de faire en sorte que les appareils puissent imiter l'homme, ou même le remplacer, avec ou sans danger. Sauf que, nous ne nous en doutons pas jusqu'où les robots sont déjà redoutés. Disons déjà que, l'intelligence artificielle, utilisée pour générer des informations, celles-ci peuvent s'avérer erronées au point de déstabiliser la société. Dans le pire des cas, les machines pourraient devenir si intelligentes qu'elles prendraient le pouvoir, entraînant l'extinction de l'humanité par des mécanismes de la présence de forces occultes. On en sait quelque chose déjà dans le résultat des produits issus de la nanotechnologie qu'on sait déjà dangereux. Car ne dit-on pas souvent que l'homme a créé la machine, mais celle-ci a fini par la trahir. S'agissant de l'existence de la dualité, c'est-à-dire une double dimension en toute chose ou en tout ce qui existe, il n'est que normal que les personnes qui s'invitent dans le monde de l'invention retiennent que nul peut créer car tout existe avant qu'on pense inventer quoi que ce soit. Résultat, de ce fait, nous devons savoir que découvrir quelque chose ne signifie pas qu'on est à même d'avoir la parfaite connaissance de sa découverte. Car nous devons retenir que, les maladies physiques et occultes causées par les téléphones portables, la boisson, les médicaments, les bijoux, les jouets des enfants, etc., la dangerosité qui se cache de tous ces produits, ne traverse même pas l'imagination de leurs inventeurs. Professeur Herman Yaglipot, l'intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle magie se cache derrière cela? L'intelligence artificielle, telle que nous essayons de voir la chose avec ce qu'on a dans la chronique, ce qui se propose à travers cette chronique, c'est dire que l'homme est en train d'imaginer comment créer l'homme, en fait. Ou alors comment avoir des prototypes d'hommes à travers un certain nombre d'instruments. Déjà, il y a des robots qui font certains travaux à la place de l'homme. Peut-être que tout commence avec l'ordinateur qui, quelque peu, peut travailler à la place du cerveau de l'homme sur un certain nombre d'opérations. Et on peut donc évoluer comme ça jusqu'à obtenir des outils qui sont peut-être capables de s'asseoir dans un bureau comme pour remplacer le directeur d'une entreprise ou bien un cadre dans des fonctions précises afin de ne pas avoir besoin de beaucoup d'employés. On a commencé avec, lors de la création de l'automatisme, parce que longtemps aux États-Unis, les esclaves travaillaient sur la base d'une chaîne, c'est-à-dire ils se mettaient à plus de 100 mètres, 200 mètres. D'ailleurs, on a ça souvent, on a vu ça souvent dans certains ports maritimes, où il y a une chaîne de personnes qui font traverser des sacs d'un point à l'autre. Alors, il fallait créer une chaîne, un appareil qui va donc faire en sorte que l'homme n'est là que pour contrôler, parce que les sacs peuvent quitter la chaîne et tomber à terre. Donc, il faut veiller à ça. Mais on n'a plus besoin de 100, 200, 300 personnes pour pouvoir faire. Donc, l'imagination de l'homme part sur la base économique. Lorsqu'on définit l'économie comme étant fournir peu d'efforts et gagner beaucoup, on comprend pourquoi toutes ces idées sont là. Sauf qu'à un moment donné, les personnes qui inventent, on le dit souvent, mais rien n'est inventé. Tout est dans la découverte, qui découvre que on peut faire telle chose contrairement à telle autre, ou bien on peut changer de manière, de méthode pour pouvoir faire évoluer la société. Alors, tout ça, on ne voit pas ce qu'il y a derrière, parce que même l'intelligence artificielle, c'est même aussi les téléphones portables. Oui.
parce que le téléphone portable peut jouer un rôle non seulement d'appeler et de recevoir, mais un rôle dans ses diverses fonctionnalités qui permet à ce que certaines personnes peuvent que travailler avec et sans avoir besoin de bureau. Donc on voit bien que pour avoir un bureau, il faut le louer ou il faut louer un espace et avoir des chaises et avoir des tables et peut-être même une secrétaire, pourquoi pas. Oui. Mais si tu as ton bureau à travers ton téléphone portable, ça veut dire déjà que tu as mis en ce portable un élément intelligent. Et cette intelligence, c'est ça qui se veut artificielle. Voilà. Mais professeur Herman Neglipote, tout à l'heure vous avez dit rien ne s'invente. Oui, oui, ne s'écrit, ne s'invente, oui. Oui, parce que tout avait déjà été prévu. Il n'y a pas de hasard qui existe. Alors, comment comprendre ceci? Le hasard ne donne naissance à rien. Rien n'a été inventé. Tout existe avant qu'on ait inventé cela. Moi, j'ai du mal à comprendre. Bon, disons que nous sommes à la découverte parce que du point de vue métaphysique, il y a déjà tout du fait d'aller dans d'autres planètes où vous pouvez trouver des archives où tout se trouve et que nous pouvons y aller d'une manière ou d'une autre, revenir avec quelque chose d'architectural et implémenter ça dans notre environnement. Alors, des personnes qui sont douées ou alors qui sont inspirées, parce que là, il y a dans l'inspiration une certaine forme de génie. Et c'est là qui fait que pour le commun des mortels, il y a une invention. Mais la personne n'invente pas, il y a quelque chose qui parle en elle et qui, c'est quelque chose guide ses pas et lui permet d'obtenir, mine de rien, ce qui a traversé son imagination. Donc on va trouver des histoires des appareillages ou des histoires des personnes qui peuvent faire tourner des machines avec, disons, de l'huile de palme. Ou on proposerait, par exemple, pour l'huile moteur, qu'on utilise l'huile de palme carrément. Alors, d'où vient cette idée à cette personne pour pouvoir commencer à faire ça? On ne peut pas dire qu'il a créé et le moteur et l'huile de palme, non. Mais il a découvert qu'en utilisant l'huile de palme, il consomme moins d'huile et il peut également économiser beaucoup d'argent que d'acheter les huiles moteurs. Voilà, qui sont de l'hydrocarbure. Voilà. Tout à l'heure, vous parliez du téléphone. J'aimerais savoir les maladies physiques et occultes liées au téléphone portable, professeur Emmanuel Desportes. Bon, alors, les maladies liées au téléphone portable ne sont pas énumérées de façon à ce que les gens qui fabriquent ces téléphones ou bien qui font la promotion de ces téléphones s'en rendent compte. C'est ce que je disais tout à l'heure, que il y a une chose, lorsqu'on découvre qu'en utilisant tel élément, telle substance, soit dans la médication, donc soit un produit médical, soit dans les outils que nous avons, on ne sait pas, du moins, on ne s'intéresse pas de son côté négatif. On s'intéresse seulement ce qui est du bénéfice de l'utiliser et en même temps de ce qu'on gagnerait à faire la promotion de ça. Bon, maintenant, les maladies dues à
d'utilisation de téléphones portables sont des maladies radioniques, c'est-à-dire que c'est une catégorie de maladies qui peuvent être perçues ou détectées sous forme de cancer. Cancer de cerveau ou bien cancer de certaines cellules à la zone où on est tout le temps en train de poser les téléphones pour pouvoir parler. C'est pourquoi il peut être conseillé de beaucoup utiliser sa main libre. Parce que ceci étant, des ondes radioniques dont je parle sont partout. S'il y a l'absence de ces ondes, on peut dire qu'il n'y a pas de réseau. Mais partout où il y a le réseau, c'est qu'il y a la présence de ces ondes. Alors, c'est donc des fréquences qui sont de nature à nuire certaines personnes. Parce que tout dépend. Voilà. Le professeur Emmanuel Dipote, vraiment, on peut dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle a changé nos vies, professeur. Il faut juste observer comment ça se passe dans les ménages aujourd'hui. Lorsqu'une femme se lève, la première chose qu'on fait, c'est le téléphone portable. Alors on peut passer des minutes, pourquoi pas des heures dans son téléphone. Dans son téléphone. Des fois, on oublie même qu'on doit aller chercher les enfants à l'école. C'est compliqué. On a comme l'impression qu'on est envoûté par ce matériel. Et justement, c'est pourquoi je me permets de parler de la sorcellerie. Parce que la sorcellerie, c'est quelque chose qui peut être considéré comme ayant une nature à détourner un individu à faire des choses à des fins inavouées. Par exemple, si on a le téléphone pour jouer, c'est une distraction. Il y a des jeux dans ces téléphones. Ce n'est pas tout le monde qui regarde ça, qui étudie quelque chose ou qui fait quelque chose de sérieux avec. Bon. Mais, sauf que, en dehors du fait qu'un jeu soit intelligent, c'est-à-dire un jeu qui te permet de réfléchir et tout, trop de distractions tue le génie. Parce que si vous êtes tout le temps distrait, tout le temps en divertissement, il peut arriver que le temps que vous passez à ne pas réfléchir sur un certain nombre de choses de la vie qui sont nécessaires pour la famille ou pour soi ou pour la communauté, pourquoi pas. Ce temps ne sera plus rattrapé parce que le temps passe, on prend de l'âge et puis on a passé tout son temps à s'amuser. Alors, donc, le téléphone portable envoûte. Par exemple, c'est une certaine forme d'intelligence artificielle aussi, qui ne dit pas son nom, parce qu'en fait, pendant qu'on attend qu'on parle d'intelligence artificielle, des appareils qui vont, dans l'avenir, venir nous prendre, nous laver, nous prendre de nos lits, de nous laver, de nous oindre, de nous habiller, de faire le lit, de nous transporter, je ne sais pas où est-ce qu'on veut aller, d'aller au marché, acheter de la nourriture pour nous et venir préparer. Nous, on reste là, on regarde la télé. Avant qu'on arrive à cette période-là, je ne sais pas si ça arrivera en quelle année, puisque l'homme n'a pas besoin d'efforts, n'a pas besoin de souffrir. Et d'autres personnes pensent que c'est le moyen aussi pour eux de gagner de l'argent. En réfléchissant pour l'ensemble de la communauté, comment utiliser ce côté-là pour faire des propositions de ce qu'on appelle des inventions. Bon, alors, résultat, cet homme-là, qu'on va prendre comme le bébé, homme avec grand H, Oui. on va le laver, on va l'habiller, on va l'amener, je ne sais pas où. Hein? Tout ça, ça sera que le monde est devenu quoi?
Maintenant, oubliant que toi qui veux un appareil qui te lave, qui fait tout ça, quelqu'un, lui, il s'est mis au travail pour que cet appareil puisse exister. Alors, pour toi, quelle est ta contribution personnelle qui permet en sorte que tu participes aussi, ou bien que tu fasses partie de ce monde qui facilite ou qui veille sur le devenir de la communauté? Est-ce que ton côté c'est spirituel, parce que les autres sont dans un côté matériel? Bon, peut-être que c'est spirituel ou matériel. Bon, toi, ton côté c'est où? Parce que ton côté c'est juste bénéficier de ce que les autres ont longuement passé du temps à réfléchir comment obtenir des solutions à ce genre de problèmes. Bon, donc l'intelligence artificielle envoûte certaines personnes. Ça fait partie de la sorcellerie moderne. D'accord. Voilà. Prenons la deuxième partie de la chronique qui nous parle du cœur et de l'intellect. Le cœur et l'intellect. Si dans l'Antiquité, on utilisait plus le cœur pour évoluer dans la vie tant spirituelle que matérielle, c'est parce qu'à cette époque, l'esprit avait une emprise sur la matière en tout temps, car l'être humain avait encore une existence plus subtile et inimaginable. Mais les différentes étapes de l'évolution de l'homme à travers les âges auraient dû être la conséquence négative du développement de son intellect. C'est pourquoi jusqu'ici, nous n'arrivons pas à comprendre que le cœur est le siège de la conscience cosmique en nous, qu'il est ce soleil de notre univers sacré qui allie tous les atomes organiques de particule en particule pour réaliser un monde intérieur extraordinaire. C'est pour cela que malheureusement aujourd'hui, il ne contrôle plus rien. Pourtant, nous devrions savoir qu'avec le cœur, si nos objectifs étaient de percer les mystères de notre existence terrestre, tout allait être facile pour une vie splendide à des dimensions plus subtiles. Ici-bas, une foule de personnes ne cesse de s'interroger sur les trois questions principales ou alors primordiales et qui sont restées une énigme dans la vie de tout un chacun. Ces questions sont les suivantes. D'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici-bas? Et où allons-nous? Il est vrai que nombreux sont ceux qui semblent ne plus s'intéresser qu'à leur quotidien, pendant que d'autres n'osent plus s'interroger à ce sujet car ils se disent que la réponse demeurera incertaine. Mais au-delà de simples raisonnements, permettez-nous de vous faire remarquer que pour tous ceux qui en sont toujours intéressés, la plupart d'entre eux est doté d'une dimension d'évolution de l'âme au-delà du simple état embryonnaire pour une âme élevée. Si ces questions sont demeurées sans réponse jusqu'ici parce que l'intérêt de tous n'y est pas accordé, nous avons perdu le chemin qui conduit vers le divin en lui parlant de notre cœur. Il est vrai que nous connaissons où se trouve notre cœur quand nous regardons le dessin destiné à chuter les organes dans le corps. Aussi est vrai que bien de choses nous ont été enseignées à l'école sur l'importance de cet organe, le cœur. Mais admettons qu'il soit aussi vrai que malgré tout ceci, nous ne savons pas beaucoup de choses de ce cœur. Par contre, nous savons tout ce que le cœur a comme travail à faire de jour et de nuit sans repos dans notre organisme. Nous ne connaissons là qu'une partie de ses fonctions, celle du plan matériel. Cependant, nous ne savons rien de lui concernant ses fonctions immatérielles du monde occulte. Qu'est-ce que nous en empêche? Un problème se pose dans la vie de toute personne. Nous vivons des changements que nous n'arrivons pas à expliquer, mais ça ne nous dit rien. Toute la métamorphose que connaît notre vie, de la naissance jusqu'à la mort, nous est restée sans réelle explication. Ce que nous savons ne peut être qu'un prétexte pour ne pas sombrer dans les pensées et la détresse. À titre de consolation, nous disons qu'on grandit, car nous savons bien que l'enfant n'est pas autant beau que le bébé. Pourtant, c'est deux personnes différentes pour la même entité. D'ailleurs, dès la naissance, le processus de la mort du corps physique commence. D'étape en étape
sous forme de transition intermédiaire par altération d'un corps vers d'autres corps successifs pour la même personne. On parle de l'étape de bébé, enfant, adolescent, adulte, vieillard, puis la transition brutale se produit, la mort. Toutes ces phases de changement ne choquent personne car on grandit, on vieillit. C'est la dernière phase de changement qui nous ébranle, une disparition totale de la personne. Oui, sa mort. Professeur Herman Yaglipote, le cœur est le siège de la conscience cosmique en nous. Comment comprendre cela? Bon, alors, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'imaginaire, mais plutôt dans les recherches initiatiques, où on peut penser mettre le cœur de côté lorsqu'on a affaire à des connaissances livresques. On a l'impression que le cerveau est plus important que le cœur, et c'est le cerveau qu'on entretient tout le temps, parce que dans l'école classique, on dit à l'enfant, enfonce ça dans ta tête, 1 plus 1 égale 2, tu ne dis pas ça, on te tape. Alors c'est dans sa tête que cela agit, et même le fait qu'il soit tapé, son cerveau commence à dire, il ne faut pas qu'on me tape. Il faut que je fasse des efforts pour que je retienne ce qu'on me dit, même si c'est faux. Alors là, donc, il faut qu'on soit intelligent. Parce que dans le cadre de cette émission, lorsque nous parlons de l'intelligence, du moins de cette édition, Oui. lorsque nous parlons d'intelligence artificielle, nous ne parlons pas de la réflexion artificielle. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne réfléchit pas. Ou bien côté réflexion n'a pas de sens dans la vie de l'individu, mais c'est le côté intelligence. Alors donc on a associé les deux chroniques. Pourquoi? Pour amener à comprendre que sans doute du cœur on réfléchit, de la tête on se fait intelligent. Alors la tête, parce qu'on veut être intelligent, on subit le suivisme. C'est-à-dire des choses qu'on a dit, des choses vraies ou pas, c'est vrai, du genre système scolaire, du genre même l'économie, le système économique, qui est un système porteur. Pourquoi? Parce que on a remarqué que les pays industrialisés, donc économiquement forts, sont les pays industrialisés, et l'industrialisation d'un pays a trait à l'intelligence. D'abord, l'intelligence des individus, et à partir de leur formation scolaire, à partir de tout ce que ils ont amené comme recherche. Et cette intelligence-là va créer, du moins, une évolution du point de vue matériel. Bon, cependant, l'intelligence ne crée pas une monnaie spirituelle. C'est-à-dire que nous avons la monnaie, là c'est du matériel, mais cette monnaie-là a ses limites. Cette monnaie, ses limites sont, pour nous, ça nous amène à avoir une vie éphémère. Bon, dans tout ce que nous faisons, d'abord éphémère par rapport à nos acquis, qui sont périssables, autant d'années que ça existera, et par rapport à notre existence même. Par contre, le cœur qui serait le siège de notre âme a une vie qui se pérennise et qui ne meurt pas, comme pour dire la vie ne meurt pas. Et c'est cette vie-là qui est de connivence avec ce que le commun des mortels appelle Dieu. Donc nous, de temps en temps, lorsqu'il faut parler de Dieu dans cette émission, nous disons que Dieu c'est la vie c'est Dieu. Donc nous avons Dieu en nous, et ce Dieu en nous approche au niveau de notre cœur, et c'est par le cœur que nous avons mal.
nous avons mal s'il y a une maltraitance quelque part contre un individu qu'on ne connaît même pas, mais qu'on a encore le cœur, parce que ce n'est pas tout le monde qui a encore le cœur de nos jours. Il y a des gens qui ont perdu le cœur, donc ils ont une conscience vaste et évasive, comme l'océan, dont rien ne les ébranle, le mal des gens ou bien la maltraitance des gens ne les disent absolument rien. Alors c'est par le cœur que on pleure lorsqu'on a une déception, lorsque on est dans une connivence sentimentale. C'est par le cœur que on a parfois un ressentir qui voudrait qu'on revienne, qu'on remette tout à l'ordre, comme pour dire que ça, je ne dois pas faire ça, je dois faire attention, ainsi de suite. Bon, voilà. Mais professeur Herman Yaglipot, lorsque vous dites qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de cœur, est-ce à dire que quelque part, on peut dire que qu'ils peuvent échapper à leur conscience? J'ai l'impression que nul ne peut échapper à sa conscience. Alors, ces personnes qui vivent comme s'ils n'ont pas de cœur, comment comprendre cela, professeur Herman Yaglipot? C'est difficile de le comprendre. Comment poser un acte et puis balayer cela d'un revers de la main? Comment aller poser des actes à nuire à autrui? Comment aller tuer des gens, tuer des familles et puis rentrer chez soi, dormir? Bon, alors ça se comprend pas. Mais comme pour dire quoi? Comme pour dire que il existe des actes que, bien que les faisant, sans considérer qu'on fait parce qu'on devrait faire, on est toujours en train de dire que je l'ai fait parce que la raison du plus fort. Prenons par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est un texte légendaire, comme pour ne pas dire qu'un texte extraordinaire. Et c'est cette déclaration qui est bafouée par les gens même qui ont initié ça. Les droits de l'homme et tout ne les concernent pas en tant que loi devant les sanctionner, mais les concernent en tant que donneur de leçons à l'égard des autres qui n'étaient même pas là quand on rédigeait ces textes. Bon, qui ne savent même pas comment ces histoires-là ont commencé. Alors donc, on a l'impression que c'est les autres qui font mal, du moins. On a le sentiment de bien faire parce que on est à l'abri de la loi, comme pour dire on est hors de la loi et que la loi ne concerne pas tout le monde de la même manière. Alors c'est une certaine arrogance et qui prouve qu'on n'a pas de cœur. Voilà. On travaille avec sa tête et on a des visées, on veut atteindre certains objectifs grâce à sa tête. Par contre, je dis, lorsque on mêle le cœur dans ce qu'on fait, même les inventions dont il est question, on se poserait la question de savoir que en inventant telle chose, ça va produire beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, le véritable problème, c'est que ce n'est pas toutes les inventions qui sont portées pour le bien de l'humanité ou le bien des peuples. Beaucoup plus d'inventions, ça concerne les inventeurs et leurs associés. Je m'explique. On ne peut pas mettre une route ou bien utiliser des avions d'un point à l'autre s'il n'y a pas de clients. Non. On ne peut pas non plus mettre une route d'un point à l'autre si on ne sait pas qu'est-ce qu'on part chercher là-bas. Les Occidentaux, quand ils viennent en Afrique, ils font des routes parce qu'il y a la matière première. Bon, alors on dit la route va quitter ici, de là, ici c'est le port, là-bas, c'est là où on va puiser la matière première, on revient avec grâce à la route ou grâce au chemin de fer. Bon, après ils vont aller dans leur pays s'éventer, on a créé des routes et tout, mais ils ne disent pas pourquoi. Bon, donc il y a plein, ça c'est la tête et ça c'est une invention. D'accord. Donc toutes les inventions, quelle que soit l'invention, il y a toujours le profit de l'inventeur ou du groupe des personnes
qui est financé pour cette invention ou pour la production de l'instrument inventé. Alors, c'est beaucoup plus à leur égard que l'invention a un sens. Et là, on a carrément perdu le sens humain, mais on humanise ça. Prenons par exemple, moi je cite toujours le paracétamol, et je le cite à dessein parce que en Afrique, il n'y a pas des hôpitaux qui s'occupent de l'intoxication de ces médicaments, mais en France, il y en a, par exemple. Alors, ça attaque le foie, il faut faire les greffes de foie. Ici, ça attaque le foie, tu meurs. On s'en fout, nous sommes des Africains, nous, on est des cafards. Alors, ça veut dire qu'on crée un médicament qui résout un problème, mais qui peut aussi être très dangereux. Mais le côté dangereux de ces médicaments n'a même pas, c'est-à-dire ça n'entre même pas dans l'imagination de ceux qui prescrivent ou de ceux qui produisent ces médicaments. Pourquoi? Parce qu'on devrait mettre en place une certaine assurance. C'est-à-dire que tout malade qui est censé boire un médicament dont les effets indésirables peuvent aller jusqu'à attaquer le foie ou bien attaquer les globules du système immunitaire et tout, comme celui-là, devrait faire en sorte que le corps médical officiel, c'est-à-dire les centres médicaux, ait à souscrire une assurance à l'intérêt des malades. Pour que ce que le malade peut obtenir du médicament comme satisfaction puisse aussi, par le biais de bénéfice de doute, trouver une contrepartie au cas où quelque chose de mal pourrait se produire. Mais il n'y a rien de ça. Le médicament n'a pas de problème et tout. Même quand un médicament a eu un problème, comme Mediator en a eu un en France et bien d'autres médicaments, les prescripteurs ne sont pas concernés par ça. Les firmes pharmaceutiques, s'il y a des avocats, des malades, des victimes, vont s'en occuper. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, je ne sais pas si on comprend bien ce que j'essaie d'expliquer. Ils sont diplômés, professeur? Voilà. Hein? Ils ont les diplômes? Oui, mais attends, ils sont formés pour commercialiser l'invention. Voilà. Et la commercialisation d'invention ne concerne pas seulement les médecins dans le cadre de la médecine. Là, c'est un cas à part. Mais la commercialisation des inventions concerne nous tous. Je peux ouvrir une boutique, je commence à vendre les téléphones. Hein? Et je ne sais pas lequel des téléphones a plus de mauvaises fréquences que d'autres. Mais je vends les téléphones, c'est tout. Voilà. D'accord. Comment développer l'intelligence du cœur, professeur? Bon, alors le cœur, lui, il n'est pas intelligent. Comment il est raisonné. Bon, ça c'est mon point de vue. D'accord. Comment développer cela? Alors, maintenant, c'est en prenant conscience sur des bases morales qu'on peut développer cela. Parce que l'éducation de base qu'on donne aux enfants, le système scolaire, tout cela porte confusion sur le fait de confondre l'intelligence à la réflexion. On va à l'école pour avoir les diplômes et trouver du travail. Et lorsque on a trouvé du travail, on n'a plus rien d'autre à faire que de dépenser de l'argent qu'on a pour créer un environnement de bien-être. Et si le bien-être n'étant pas lié directement à soi, c'est-à-dire la santé, puisqu'il faut tout le temps boire les médicaments, on a le diabète, ça ne guérit pas, on a l'hypertension, ça ne guérit jamais, les cardiovasculaires. Mais on ne dit pas que la base, c'est le mode de vie.
on n'apprend pas à respirer dans ces systèmes scolaires pour dire qu'il y a même des techniques respiratoires qui peuvent refaire le système de tube digestif, c'est-à-dire le fonctionnement du tube digestif, de façon à ce que toutes les maladies, ou alors une bonne partie des maladies qui seraient liées au tube digestif, c'est-à-dire au dysfonctionnement du tube digestif, puissent être abdiguées. Ce n'est pas enseigné. Même au corps médical officiel, l'art de respirer utile, comme pour nourrir le corps, n'est pas enseigné. L'art de boire de l'eau, comme pour assainir l'organisme, ne fait pas partie comme un cours absolument nécessaire d'une certaine portée. On va faire des travaux de laboratoire, on va faire ceci, on va faire cela, mais on ne parlera pas des choses essentielles qui sont directement liées au bien-être de l'individu, sans que ces derniers ne dépendent nullement pas du système en place. Le système, c'est quoi? Le système, c'est un système capitaliste qui est là pour l'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà. D'accord. Passons à présent à la réflexion et l'évocation. Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, des pierres magnifiques qui fascinent, mais qui se révèlent aussi parfois dangereuses. Il y a plein de phénomènes qui se produisent dans les pierres. Vous savez, certaines pierres ont des pouvoirs maléfiques. Des pouvoirs occultes que l'on retrouve aussi dans des bijoux plus ordinaires, glissés au fond d'un tiroir. Pour moi, c'est une malédiction. Alors quelles sont ces précieuses parures qui ont fait le malheur de leurs propriétaires? Enquête sur des bijoux maudits. Les pierres n'ont aucun secret pour Patrick Voileau. Depuis 30 ans, ce gémologue parcourt le monde à la découverte des plus beaux spécimens. Et les histoires étranges de bijoux porte-malheur ne le surprennent plus. Je suis toujours très sceptique sur le fait de porter des bijoux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'ils ont forcément vécu des choses, ils ont été offerts pour certaines raisons, ils ont côtoyé la vie d'une personne pendant des années, et des choses bien, des choses mal. Bon, est-ce qu'ils sont capables d'emmagasiner ces choses bien, ces choses mal? Il m'est impossible de le dire, mais il y a une chose certaine, c'est que certains bijoux peuvent être très négatifs sur certaines personnes. Et l'histoire est jalonnée de ces merveilles maléfiques. Étrangement, ce sont souvent les pièces les plus belles et les plus rares qui sont à l'origine des pires tragédies. À l'image du Koh-i-Noor, trésor de la monarchie anglaise. Même la reine Victoria a fait marquer dans son testament qu'il est interdit aux hommes de le porter, parce que tous les hommes qui l'ont eu sont morts de mort violente, et qu'il devra rester dans le trésor royal et qu'il devra être porté par les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sur la couronne de la reine-mère. Pourtant, les malédictions ne frappent pas que les joyaux de la couronne. Noël en a fait la mère expérience. Il y a 20 ans, lorsque son mari lui offre ses colliers, elle ignore que sa vie va peu à peu virer au cauchemar. Ça commence à chauffer. Je me sens mal là. Déjà là, quand je les tiens dans les mains, c'est... je vais les reposer. Vous vous sentez mal? Oui, je me sens mal. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me picote. Rien qu'à les toucher? Oui. Je me sentais très mal. Des nausées, les vertiges, et puis cet effet de chaleur qui augmentait sur la journée. Outre les brûlures, les jours où elle porte ces fameux colliers, les catastrophes s'enchaînent. Accrochage en voiture, problèmes financiers, difficultés professionnelles, le sort semble s'acharner. Les bijoux qui me porteraient malheur, c'est vrai qu'au début c'est un peu flou. Et puis après on se rend compte qu'il y a quand même une malédiction dessus parce qu'il y a certaines choses qui arrivent et puis certains phénomènes qui sont là. Des phénomènes étranges dont Noël n'est pas l'unique victime. Depuis 40 ans, un diamant inestimable dort dans un musée de Washington. Cette pierre sublime aurait provoqué la mort de plusieurs de ses propriétaires. Elle décime la famille Hope, des banquiers anglais.
Totalement ruiné, le dernier descendant la revend à un magnat de la finance, Ned McLean, pour une bouchée de pain. Lui non plus n'échappera pas à un tragique destin. Madame McLean, elle, était contente d'avoir le diamant. Elle disait qu'il lui portait bonheur. Néanmoins, un de ses enfants, à l'âge de 8 ans, s'est enfui de la surveillance de son précepteur et il a été écrasé par une voiture. Donc McLean, désespéré, a sombré dans l'alcool et ensuite est devenu à moitié fou. Son fils plus âgé, lui-même, s'est suicidé avec des somnifères. Donc, l'ensemble de ces choses, je pense que le diamant n'aura pas porté bonheur en réalité. Dernier propriétaire en date, le célèbre joaillier Harry Winston. Pour conjurer le sort et protéger sa famille, il préfère en faire don à un célèbre musée américain. Depuis, la malédiction du Hope semble en sommeil, mais d'autres joyaux sont encore nombreux à exercer leur étrange pouvoir. Peut-être même se cache-t-il dans votre propre coffre à bijoux. Professeur Hermaniel Lipote, est-ce que vous portez des bijoux? Vous avez un commentaire? Non, je ne porte pas les bijoux. Hein. Je ne porte pas. En fait, moi, je pense que je dois être un Africain qui sait dire ou qui sait poser des questions sur des choses. Comme ailleurs, on pose des questions sur les choses des autres. Comme ailleurs, on pose des questions contre nos choses. Parce que si quelque chose vient de l'Afrique, on donne l'impression que comment les cafards ont pu fabriquer quelque chose. Les gens ne prennent pas. En Asie, en Europe et tout, on peine à convaincre. Lorsqu'on a inventé quelque chose, on a créé quelque chose. Si ça ne va pas dans le canon des inventions qui sont adoubées par nos maîtres, qui sont les dieux de la terre, alors c'est qu'on n'a rien fait. Je ne trouve donc pas pourquoi je vais, par exemple, m'accrocher sur des choses concernant qui ne sont pas trop très nécessaires à moi, ou bien que dont je ne comprends rien de ça. Alors s'il faut que je porte des bijoux, il faut que je porte des bijoux qui m'intéressent par rapport à l'étude menée vis-à-vis de la chose. Là, je porte un bijou. D'accord. On va prendre la page pratique et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Le système éducatif que nous avons, je vous le dis clairement, est un système qui prépare à l'assujettissement, mais qui ne prépare pas à la compréhension des problèmes et à la solution. Nous avons un système éducatif qui promeut ceux qui sont capables de répéter à l'infini ce qu'on lui a dit la veille au soir, et le premier est celui qui est capable de répéter cela à l'infini. Avec quoi pensez-vous que l'on puisse développer nos pays si c'est ça qu'il faut utiliser? Le système éducatif qu'on a aujourd'hui est un système importé, hérité depuis les indépendances, qui nous ont appris à lire des livres qui n'ont rien à voir avec notre histoire. Et ce système n'exalte pas, je dis, tout l'héritage culturel en fait de l'Afrique. Il faut s'arrêter et rompre avec cela. C'est un système qui travaille pour l'aliénation des populations et donc non. Là aussi je donnerai un carton. L'université chez nous c'est un canular. Parce que l'université ça renvoie précisément à l'élaboration de nouvelles connaissances, à la transformation de la société, ainsi de suite. Alors qu'on voit bien que notre jeunesse et nos citoyens censés être les plus brillants, professeurs, ainsi de suite, sont captifs d'un système qui s'appelle quand même université, mais qui ne délivre rien. Ce dont nous avons besoin pour le progrès devrait décider des curricula. Mais lorsque vous avez des gens qui sont capables de détourner des milliards, elles ont fait les meilleures universités. Le drame de la France, si vous me permettez, j'ai écrit quelques articles là-dessus aussi dans le temps, en particulier en anglais, pour expliquer à mes clients dans le monde entier ce qu'était la France. La France fait deux erreurs logiques absolument incroyables. La première, c'est de penser que ceux qui ont fait les meilleures études sont les plus intelligents. C'est pas vrai du tout. Mais c'est très difficile à faire admettre. C'est très difficile à faire admettre, mais là, quand j'étais dans mon université aux États-Unis, j'avais un professeur que j'aimais beaucoup qui nous avait un jour posé la question:
pourquoi croyez-vous qu'on cherche à vous embaucher? Vous savez, j'étais dans une business school. Oui. Mais on avait tous dit, mais il est idiot ce gars-là, quoi. On cherche à nous embaucher parce qu'on est les meilleurs, mais enfin, vous pensez que c'est évident. Il nous a dit non, pas du tout. C'est que vous avez suivi des études, j'avais 27, 28, 29 ans, et donc ça montre que vous n'avez aucun caractère. Si vous avez eu le moindre caractère, il y a longtemps que vous auriez créé votre entreprise. Et donc, vous avez montré que vous étiez capable de répéter ce que vous disent les professeurs, et c'est ce qu'on appelle l'intelligence. Mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Dans la vie de tous les jours, c'est comme les officiers d'état-major, si vous voulez. Gamelin qui a qui a foutu la France en l'air, il était sorti premier de Saint-Cyr. Et premier de l'école de guerre. Ça n'empêche qu'il a foutu la France en l'air. Donc, première erreur, intelligence égale études. C'est pas vrai. Deuxième erreur, c'est de penser que parce que vous avez fait les meilleures études, vous êtes le plus à même de prendre des décisions. Il n'y a aucun rapport entre les deux. Il n'y a pas de rapport, en effet. Il n'y a pas de rapport entre les deux. Donc, à partir de ces deux erreurs, on a bâti un système d'éducation qui fait monter les gars qui ont une mémoire de cheval et qui n'ont aucun caractère. C'est les deux caractéristiques des élites françaises. C'est terrible quand je vous entends évoquer mémoire de cheval et aucun caractère, je pense à Bruno Le Maire. C'est plus fort que moi. Mais exactement. Regardez, tout à fait cet homme qui vient de nous expliquer qu'il va réformer les entreprises françaises, alors qu'il est incapable de gérer son compte en banque, quoi. Professeur Herman Yaglipot, le système éducatif. En mot? Oui, mais c'est ce que j'essaie de dire de temps en temps. Avant qu'on ait des éléments du genre pour s'appuyer sur ça, pour que les gens comprennent que nous n'inventons rien, bon, on a toujours imaginé que le système éducatif fait de l'éducation un système scolaire hors nature. Parce que la vraie école, c'est la nature. C'est ce qu'on peut appeler la culture générale. C'est-à-dire, après tout avoir perdu de tout ce qu'on a appris à l'école classique, donc dans ces systèmes scolaires, on se voit obligé de se mettre à la nouvelle école, celle de l'expérimentation de tout ce qu'on observe, et en vue d'obtenir des résultats qui ne sont pas des résultats éphémères. Et cette école-là te permet de ne pas transgresser les lois de la nature, parce que c'est elle qui t'enseigne comment fonctionnent les lois de la nature. À l'exemple de quoi tu apprends de tout ce que tu vois, déjà les animaux qui ne tombent jamais dans l'eau parce qu'ils ne savent pas nager. Alors, ça te fait apprendre une leçon, et cette leçon, elle est plus vive et plus vivante que la leçon de 1 plus 1 égale 2 à répéter et à réciter les mêmes choses chaque fois. Voilà. D'accord. Chers téléspectateurs, c'est votre moment. Vos messages sont attendus au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. On va prendre le SOS téléspectateur. Nous commençons par ce message de Tony Wandi depuis Yaoundé. C'est possible de croire aux traditions et en sa religion au même moment, professeur Herman Yaglipot? Alors, les traditions, c'est les traditions, la religion, c'est la religion. Si les traditions tolèrent à ce que vous ayez 2 maîtres à la fois, vous allez donc croire à votre religion et à votre tradition. Il y a certaines fois, une certaine classe d'initiés, il ne les est pas autorisés de se faire baptiser. Bon. Mais si quelqu'un d'aventure, il est peut-être initié dans une certaine tradition et en même temps il est même prêtre ou bien pasteur, bon, cela va de soi. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, sauf que je me vois obligé de dire quelque chose, parce que moi, je pense que il faut reconnaître que la tradition, c'est aussi une religion. Hein? Toutefois, celle-ci peut prendre une connotation spirituelle, sauf si on prend la tradition que le fait de manger, de cuire le bongo, chobi et tout, que c'est ça la tradition, les sauces jaunes et tout ça là. Bon, là, c'est autre chose. Voilà.
On a Éléonore qui voudrait vous contacter, professeur Hermaniel Lipote. Comment y parvenir? Bon, il y a au bas ou bien à l'écran de télévision votre téléviseur, quoi. Il y a notre site internet www.afriquenature.cm.net. Toutes les possibilités mises à notre disposition y sont proposées. Bon. Comme quoi, par exemple? Bon, si quelqu'un y va, il va trouver peut-être que s'il s'intéresse à l'horoscope, il va avoir son horoscope. S'il s'intéresse à la voyance, il va voir comment ça doit se passer, même du point de vue santé. Donc, il peut bien nous contacter à travers cette plateforme qu'on a mis en place pour que les gens qui sont loin, qui ne sont pas tout à côté de nous et qui étaient un peu embêtés, ne pouvant pas aller dans toutes les villes à la fois ou bien dans tous les pays, bon, on a essayé de créer cette plateforme pour ces personnes-là. Bon, si sur place, quelqu'un est trop occupé, n'arrive pas à trouver des permissions aussi dans son travail, il peut utiliser le même canal. Donc, il y a plusieurs possibilités de nous contacter en dehors du numéro de téléphone qui servent des SMS affichés à l'écran. Il peut m'appeler hors antenne, ou alors après l'émission, professeur Emmanuel Lipote. Voilà. Ok, on va prendre ce message de William. J'aurais une question à poser au Mbombo. Comment expliquer que l'on ait des connaissances de certaines choses alors que jamais on a été à l'école pour cela? Ça veut donc dire qu'on ne naît pas une fois, on attend le dernier jugement, on meurt, on attend le dernier jugement. C'est ce qui fait croire aux vies successives. Parce que, d'abord, qu'est-ce qui se passe que d'autres personnes naissent avec une cuillère en or et certaines non? Alors, qu'est-ce que la nature a comment on peut appeler ça? A procédé par une certaine injustice. C'est injuste d'avoir à côté de toi quelqu'un qui a tout et toi tu n'as rien. Surtout là sur le plan matériel, il est dans une jolie maison, c'est-à-dire entre vous les enfants. Tous les matins on l'accompagne à l'école avec la voiture. Bon, il a son petit déjeuner. Oui. Toi, c'est à peine que tu as même une paire de babouches pour pouvoir aller à l'école, c'est-à-dire les babouches les moins chères possibles. Et pour ne pas, n'en parlons pas de ce que tu dois déjeuner avec, parce que le petit déjeuner, ça marche même pas. Alors donc, la nature n'est pas injuste. Nous méritons ce que nous avons comme récompense ou comme sentence. Mais il est évident que ce n'est pas l'enfant qui est accompagné par son père dans une voiture aujourd'hui qui sera demain en haut, comme on dit souvent, forcément par rapport à l'enfant. Parce qu'on a remarqué une chose des enfants, des familles qui hier étaient en voiture. Les enfants aujourd'hui sont à pied. Oui. Bon. Ils sont à pied d'une manière incomparable parce que on ne peut même pas imaginer ce qui se passe. Voilà, donc la nature a ses lois, la nature a sa façon de fonctionner. Il faut seulement rester respectueux vis-à-vis des lois de la nature. Ok. On va prendre cet autre message. Je perds mes vêtements de façon inexpliquée et surtout mes articles préférés. Comment comprendre cela? Et là, on va vous conseiller de procéder par la voyance. Parce que elle peut vous aider à avoir une idée de ce qui se passe. Voilà. Mais professeur, ok, on doit passer par la voyance, mais est-ce qu'on peut quand même comme ça savoir, est-ce que c'est un phénomène naturel, professeur? Perdre ses vêtements, est-ce que c'est naturel? On perd tout, on peut avoir une disparition d'argent,
Personne n'a la clé de ton tiroir et personne n'a la clé de ton bureau, mais tu es étonné que chaque fois que tu laisses l'argent dans le tiroir, tu ne retrouves plus cet argent, quel que soit le montant. Alors, de même, tu peux avoir des sous-vêtements qui disparaissent, des vêtements même qui disparaissent, des chaussures. Mais, disons, les vêtements, des chaussures, c'est différent des sous-vêtements parce que les sous-vêtements, souvent, on prend soin de ça. Et les chaussures, on peut laisser ça à la portée des gens et on les volera. Alors, c'est pour cette raison que je crois qu'il est de bon ton de ne pas s'alarmer, mais de faire plutôt des investigations pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a à perdre des choses qui vous sont chères, sans doute. Professeur Emmanuel Lipote, c'est-à-dire, quand vous dites on ne doit pas s'alarmer, c'est-à-dire quoi? Je rentre ce soir, je pose mon sac à main, tout est fermé chez moi et que le matin, ça a disparu. Je ne dois pas... Bon, quand tu vas t'alarmer, il y aura quoi? Il y aura que tu t'es alarmé, tu n'auras pas ton sac. D'accord. Par contre, quand on a des solutions à obtenir de quelque chose qu'on ne comprend pas d'où ça vient et qu'on est calme, on peut les obtenir seul sans avoir besoin d'un voyant. C'est-à-dire que le travail du voyant, ce n'est pas de s'exciter. Si quelqu'un vient avec un problème, je ne dois pas tomber dans la panique. Sinon, moi, je ne vais rien lui expliquer. Alors, si vous avez donc votre propre problème, vous êtes dans la panique. Rien ne vous sera possible par vous-même. Il faudra maintenant aller ailleurs. Et cette panique même, vous pouvez la contaminer à une personne et qui est en train de faire des investigations pour que réponse soit trouvée à ce qui t'arrive. Voilà. Donc, il faut toujours rester calme, se disant qu'il n'y a rien pour rien. Et maintenant, puisqu'il n'y a rien pour rien, on doit savoir pourquoi ce qui arrive aux autres m'arrive aussi. Par exemple, parce qu'on sait que, bon, vous n'êtes pas le seul à votre genre, où les choses pareilles arrivent. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça chez d'autres personnes. Ok. Juste rappeler que le numéro qui s'affiche au bas de l'écran est uniquement réservé aux SMS. Les appels se font hors antenne, juste après l'émission si vous voulez. Professeur Emmanuel Lipote, comment détecter la présence des mauvais esprits dans la maison? Ça dépend. Parce que le mauvais esprit, c'est un mot. C'est un mot? Oui. Comme on parlait du Saint-Esprit et de l'Esprit Saint, c'est toujours un mot. Alors maintenant, comment peut-être expliquer ce mot-là? Donc ça dépend. Le Saint-Esprit, ça sera peut-être que là, c'est un autre... Professeur Emmanuel Lipote, comment détecter la présence des mauvais esprits? Vraiment, nous ne sommes pas... Non, on ne parle pas de Saint-Esprit aujourd'hui. Non, les mauvais esprits. Oui. Déjà, moi, je peux dire que peut-être la question ne me correspond pas. Pourquoi? Parce que quand on pose une question, il faut que moi je la comprenne pour pouvoir... Attends. Non, ne venez rien dire, professeur. Je te vois commencer à respirer. Oui. Il faut que je comprenne un mot. Oui. Bon, parce que d'abord, nous sommes en situation où nous utilisons une langue d'emprunt. Ce n'est pas notre langue. Professeur Emmanuel Lipote. Donc moi, je ne sais pas qu'il existe des mauvais esprits. Il n'existe que de bons esprits? Je ne sais pas non plus. Bon, il existe des esprits, ou bons ou mauvais, ou là, je ne sais pas. Comment détecter la présence des esprits dans une maison? Non, nous sommes esprits. Moi, je suis esprit. Je le crois de même pour toi. Parce que d'accord. Hein? Je le crois de même pour toi, je le crois de même à tout le monde. Bon, maintenant, dans la triple dimension de l'être humain où il y a
l'âme, l'esprit et le corps. Alors, à quel moment ça peut se transformer qu'il y a l'absence de l'âme et du corps, il n'y a que l'esprit? C'est ça des questions que moi, je dois répondre d'abord par moi-même pour pouvoir les transposer dans la réponse à donner aux autres gens. Parce que c'est pas parce qu'on est sollicité à donner réponse à un certain nombre de questions que on va soit s'embrouiller dans ces questions-là, soit embrouiller les gens avec des réponses inadéquates. Bon, maintenant, si par exemple une personne peut utiliser une de ces dimensions à vouloir faire du mal avec, qu'on appellerait mauvais esprit, et que cela soit de nature à vouloir savoir comment détecter cette dimension, bon. Alors là, moi je dirais ceci. La dimension de cette manifestation peut être détectée par peut-être des mécanismes tels que brûler de l'encens dans sa chambre et constater que le matin, le voisin vous prend en querelle, c'est-à-dire qu'il fâche du fait que pourquoi vous avez brûlé l'encens chez vous et que pertinemment vous n'avez pas su qu'en le faisant, ça va l'embêter. Bon. Alors, est-ce que c'est lui donc le mauvais esprit ou le bon esprit ou quoi? C'est pas moi. Donc, il y a des techniques pour savoir si on est visité ou si on est assiégé. Ces techniques sont telles que avoir une manière de méditer tous les soirs avant de dormir. Bon, peut-être que le chrétien ou le religieux va dire une manière de prier. Moi, je dis une manière de méditer, parce que pour méditer, on peut bien vouloir le faire comme si on priait seulement, mais on peut aussi également allumer une bougie, allumer de l'encens, et puis absorber des vibrations qui viennent de la bougie, qui doit être une bougie adéquate, plus les odeurs d'encens. L'environnement sera parfumé et ce parfum qu'on va sentir témoigne que les vibrations de cet environnement ont changé. Bon. Alors, à partir de là, on peut dormir tranquillement, parce que le tout n'est pas de chercher de savoir est-ce qu'il y a des mauvais esprits dans ma maison ou pas. Le tout, c'est de rester zen et de vivre sa vie sans vouloir nuire aux gens qui font leurs choses. Soit ils font leur sorcellerie, ça les regarde là-bas, ça ne te regarde pas. Et tu vis ta vie tranquillement. Voilà. D'accord. Ça veut dire que la téléspectatrice Arlette qui nous a envoyé un message depuis la France peut faire la même chose. Mais on est assis là pour dire des choses qui sont Maintenant, j'ai envie de savoir quel type d'encens. N'importe quel encens, professeur? Non, pas forcément. Hein? Pas forcément. Bon, la personne peut, si elle le désire, nous contacter pour dire d'abord, parce qu'il y a des encens de protection, hein, des encens de désenvoûtement, les encens de retour d'affection, des encens de... il y a plusieurs sortes d'encens. D'accord. Hein, donc, voilà. Arlette peut appeler. Il y a des encens pour harmoniser le milieu dans lequel on vit. Parce que si nous prenons par exemple, il y a des encens à partir des plantes même culinaires. Si vous prenez la sauge. Oui, nous prenons même basilic. Bon, vous prenez ça en poudre. Hein, vous pouvez encenser la maison de chez vous tous les soirs.
ça harmonise un peu le milieu familial, c'est-à-dire la vie de couple. Bon, donc il y a plein de trucs comme ça. Nous allons faire des émissions spécifiques pour ça, parce que là, il faut... Moi, je n'aime pas improviser. Voilà. On va faire des émissions. Je ne dis pas de m'appeler hors antenne. Pour que les gens commencent à dire là-bas que, mais attends, on doit appeler seulement. Non, on va faire des émissions. Okay. Mais ceux qui sont peut-être dans l'urgence peuvent toujours nous contacter par les canaux qui sont à leur disposition. Voilà. Ok, on reprend ce message de Junior de Fumban. Professeur, j'ai découvert une bouteille avec de la boue des marécages dans une boîte cassable, cachée dans la valise de ma partenaire. Je me demande ce que ça peut bien vouloir dire. Il faut lui demander. Parce que là, nous sommes en émission publique. Et là, vous avez un problème personnel et qui est quasiment délicat. Bon, si moi, je puisse vous conseiller quelque chose, c'est de dialoguer un peu avec votre vis-à-vis, sans vouloir la brutaliser, sans vouloir crier de façon à ce que peut-être que quelque chose du genre peut même être nécessaire pour votre foyer. Elle-même, elle prendra peur. Parce que au départ, elle ne voulait pas vous parler de ça. Donc, parce qu'il y a des fois, les femmes sont intuitives. Il n'y a pas que de mauvaises femmes. Il y en a qui sont comme ça, elle voit que son mari dort. Et elle dit, tu dors, ta vie dort. Elle se met à se battre pour que ses enfants ne soient plus malades, y compris son mari, son époux. Mais maintenant, son époux, c'est un monsieur désinvolte qui, lui, tout ce qui ne cadrait pas avec ce qu'il a fait à l'université n'a pas de sens. Comme si le monde était une poule qui avait qu'un monde, c'est-à-dire qui se doit dans une seule direction. Bon, les personnes aussi carrées comme celle-là vont même jusqu'à ne pas voir que dans la ville, il y a les carrefours. Donc, quand il y a les carrefours, c'est qu'il y a plusieurs issues, il y a plusieurs pistes. Tu peux prendre la ligne droite, tu pars dans un autre carrefour, tu prends la ligne gauche pour éviter l'embouteillage, tout ça là. Bon, donc, autant dire que c'est pas la peine que moi je dise à l'émission qu'il y a ceci, il y a cela. Non, il faut y aller mollo mollo, ça va aller. D'accord. Que signifie la survenance fréquente de coïncidences multiformes comme les heures miroirs, comme être en train de dire ou écrire quelque chose et du coup on l'entend à la télé ou à la radio? Lorsque j'écrivais le mot quelque chose, par exemple, vous l'avez prononcé en parlant. C'est Jean-François qui nous envoie ce message. Ça arrive à certaines personnes qui ont des sensations du genre, ça n'arrive pas à tout le monde. Bon, ces sensations-là ne sont pas à partir de la tête. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de son cœur. Donc, lorsque vous utilisez beaucoup le cœur, vous avez la possibilité d'avoir des réponses sur un certain nombre de choses que la tête n'arrive pas à répondre. Parce que la tête est souvent prisonnière de son cerveau, du cerveau, et le cerveau est prisonnier de ce qu'on a entendu depuis l'enfance, de ses parents, du quartier, de l'école, de l'église et de. Voilà. On prend ce message de Jean-Claude Fouet depuis Yaoundé. Juste rappeler aux téléspectateurs qui nous appellent depuis le Togo qu'il peut envoyer uniquement le message. Les appels se font après l'émission. Alors, on prend ce message de Jean-Claude Fouet. Conserver un scorpion noir en captivité, est-ce une acquisition de pouvoir? Si oui, lequel ou alors comment en jouir? Comment? Je reprends. Conserver un scorpion noir en noir en captivité, est-ce une acquisition de pouvoir? Si oui, lequel ou alors comment en jouir? Bon, moi je n'ai pas connaissance à ça.
Cette pratique-là, je ne la connais pas. Je ne veux pas me mettre à parler d'une pratique que je ne connais pas. D'accord. Mais professeur Emmanuel, le scorpion en lui-même, le scorpion, est-ce qu'on peut faire des pratiques avec, parce que dans certains villages, il paraît que lorsqu'une personne, par exemple, veut se marier, le papa dit, bon, ok, donne-moi le nom ou alors la date de naissance de ton conjoint, demain je te dirai. Et là, on va dire, il faut aller interroger le scorpion. Oui, bon, mais écoute, il y a cette pratique, elle est ancienne. C'est ça qui fait partie de ce qu'on appelle dans nos langues Gambi. Gambi, c'est comme un crabe qui vit dans un trou, mais un crabe un peu différent du crabe qu'on peut manger et qui tisse comme, comment on peut appeler ça, l'araignée, une toile. Et cette toile-là est interprétable. Et certaines personnes utilisent ça pour prévenir l'avenir ou pour l'interroger pour l'avenir, pour le passé, pour le présent. Mon père avait ça. Bon, donc, mais moi, je n'ai pas eu la chance qu'il me montre comment ça se passe parce que quand il est décédé, je n'ai plus jamais vu passer ça, ni dans le trou où il venait, ou plus jamais, quoi. Voilà, donc ça dépend. C'était son totem? C'était pas le totem, c'était des outils, pardon, des êtres qui accompagnent, c'est pas forcément des totems, c'est des êtres qui accompagnent l'être humain. C'est comme tu peux avoir le chat qui t'aide à vaincre la sorcellerie et du voisinage. Tu vas avoir le chien qui aboie toute la nuit, le chat qui bagarre, des fois au petit matin, il est couché fatigué parce qu'il a beaucoup bagarré dans la nuit contre la sorcellerie. Bon, mais ce chat-là, toi, ce qu'il fait, tu n'es pas au courant de ça. Le traitement que tu portes à son égard l'amène à te défendre. C'est juste ça. C'est tout. Ok. Professeur, comment savoir s'il y a des amis qui absorbent tes chances ou alors ton énergie quand il est proche de toi? S'il vous plaît, veuillez appeler après l'émission. Professeur. Alors, c'est des questions occultes. Je crois que nous sommes en une émission occulte, bien sûr. Mais tout ne s'explique pas sur comment savoir, on dit. Parce qu'il y a l'impression que le mystère n'existe pas du fait d'être dans une émission, ou bien à la télé ou à la radio, dont le mystère cesse. Parce que souvent, je suis certaines émissions, on a l'impression de démystifier le mystère, mais il y a des choses qu'on ne peut donc pas expliquer, parce que c'est typiquement hermétique, c'est destiné pour les initiés. Il y a des choses, par exemple, vous êtes en train de regarder un match de football. Bon, au moment où le but doit entrer, il se passe un phénomène que vous voyez, mais les personnes qui sont tout à côté de vous, vous êtes en train de leur dire que la balle qui descend là, ça va entrer. Ils comprennent pas ce que tu dis. Après, tout le monde commence à crier but. Bon, mais toi, tu as vu le but avant. Pourquoi? Parce que une baguette magique a renversé le joueur qui devrait aller barrer quelqu'un. Et cette baguette, tu l'as vue. Ce n'est pas une histoire que tu imagines. D'accord. Voilà. Donc, on ne peut pas tout expliquer parce que tu es sur la position en train de dire que voilà, le gars qui est tombé là, celui qui a le ballon là, il va marquer le but. Ok. Vous êtes hautement spirituel, je le vois. Et la culture juive s'est développée à partir des cultures qui ont été puisées chez les voisins par le Dieu qui a appelé leur premier ancêtre Abraham. Nous voyons un peuple qui s'est développé et devenu puissant avec pour soubassement religieux le judaïsme. Peut-on
nous y référer pour nous développer aussi ou alors nous focaliser sur notre culture? C'est Christian Atomonio Yaoundé Kouaban. Bon, moi je pense pas que le développement matériel fait partie d'un développement miroir où on doit nous miroiter ça. Tu pars dans un pays, tu vois les belles routes, tu vois des jolies maisons et tout, tu dis que ce pays-là est développé. C'est pas. Le développement d'un pays, c'est l'état d'esprit des personnes qui habitent ces pays, à partir des dirigeants jusqu'à la population. Parce que lorsqu'on part dans un pays, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a les radios, il y a la télé. Les messages qui sont dans ces outils, les chansons, les genres de musique, peut permettre à ce qu'on sache déjà où ce qu'on est, quelle est la mentalité des gens là. Après vient la police dans la rue. Lorsque vous êtes dans une rue et que les services de la police est servi avec brutalité, avec arrogance, avec inhumanisme, vous savez dans quel pays vous êtes. Alors, donc, le développement spirituel est au-dessus de tous les développements parce que les villes qu'il y avait avant n'existaient pas aujourd'hui. Tombouctou était l'une des meilleures villes du monde en Afrique, mais n'existait pas aujourd'hui, sauf si je m'en tiens à des choses qui m'ont été rapportées par défaut. Alors, dans toutes les villes, il y a deux fois, je parle des États-Unis. Ils ont de l'eau, ils sont sur l'eau. L'eau a pénétré le dessous de la ville de New York, par exemple, à plusieurs centaines de mètres. Alors, un jour, eux pourront avoir un cataclysme. Une bonne partie de la ville tombera dans l'eau, comme c'est qu'on nous parlait de l'Atlantide, où il y avait une grande ville, un grand continent, je vais dire, un continent puissant qui aujourd'hui est représenté par l'île Pico. Ce continent s'est engouffré dans l'eau et cette partie de l'eau, on a appelé cette partie de l'eau l'océan Atlantique. Donc moi, je ne pense pas que le développement spirituel n'a pas de sens, c'est seulement le développement matériel. De deux, les gens qui sont développés, qui ont Dieu, les armes lourdes. Et nous qui ne sommes pas développés, que avons Dieu, le Dieu d'Israël, de ces hommes-là, ils ont les dieux, les armes. Alors, à quel niveau il y a le développement recherché par l'homme qui veut se spiritualiser, si on peut utiliser les termes. Bon, voilà, donc le but est que nous sachions être des humains, quoi. D'accord. Voilà. Je me prénomme Daryl. J'aimerais savoir davantage si un non-initié est-il capable de posséder la sorcellerie. Mais le sorcier, c'est un initié. Sauf qu'il y a sorcellerie et sorcellerie. Il y a des sorcelleries des petites personnes qui sont douées à la haine, ils sont haïssants. Et ils haïssent même les gens sans savoir le pourquoi. Parce que la haine fait partie des attributs de la sorcellerie. Alors, détester quelqu'un, c'est permis, mais haïr quelqu'un, ce n'est pas permis. Parce que vous pouvez détester une personne par rapport à son caractère, à sa façon de faire des choses. Vous dites, bon, moi, je déteste cette personne parce que... Mais quand vous haïssez quelqu'un, souvent le parce que n'existe pas. C'est-à-dire, vous pouvez haïr quelqu'un que vous ne connaissez pas, peut-être un joueur de football, vous ne jouez pas au football. Vous n'êtes même pas censé avoir des enfants qui s'intéressent. Ou bien, c'est pas quelqu'un qui fait dans un métier qui ne concerne à rien ta vie. Mais parce qu'il a le nom, comme Galmo est là maintenant, il tape les gens pour vivre. Et puis tu commences à dire, lui, il tape les gens pourquoi? Mais attends, si tu ne veux pas taper aussi les gens, tu vis, laisse de la haine pour rien. Bon, mais si tu dis tu n'aimes pas les gens qui boxent, parce que tu vois, il y a ci, il y a ça, donc là tu détestes, tu n'es pas en train de haïr quelqu'un, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas la sorcellerie en ça. Ok. Voilà.
On prend ce message de Jack Cyril depuis Yaoundé. La présence des mouches dans la cuisine au petit matin sans aucune odeur ni de nourriture signifie quoi, professeur? La présence des mouches. Oui, il n'y a pas de mauvaise odeur ni de nourriture. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà, il faut faire des recherches. Parce qu'il y a des choses quand c'est un peu de trop. Par exemple, quand il y a trop de toiles d'araignée, ce n'est pas bon. Mais quand il n'y en a pas du tout aussi, ce n'est pas bon non plus. Ah bon? Ah oui. Il faut qu'il y ait les toiles d'araignée de temps en temps. Dans une maison? Dans un environnement où habitent les gens. Pas dans une maison qu'on a abandonnée. Là, on comprend bien que les toiles d'araignée, on les a. Bon, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les laisser. Non, quand on balaye, on enlève les toiles d'araignée, on est obligé. Bon, mais quand vous avez trop de toiles d'araignée, ça veut dire qu'il y a une présence maléfique. Quel est l'avantage à avoir les toiles d'araignée dans une maison, professeur Emmanuel Lipote? Je sais que c'est une dame ménagère qui me pose cette question. Mais moi, je ne suis pas là pour le ménage. Je ne suis pas en train de dire, ah, laissez les toiles d'araignée. Non, je veux, professeur. Non, je dis ceci. Les mouches, les cafards, les souris, les toiles, les araignées, tout ça là font partie de tout ce qui nous accompagne au cours de notre vie et au quotidien. Alors, quand vous n'avez pas de souris dans la maison, vous ne pouvez pas les éviter dans l'environnement de la maison. Sauf si vous êtes du genre que vous ne laissez rien tomber à terre. Même pas, même pas des miettes de pain. Voilà. Quand ces animaux-là, ces petites bêtes-là n'ont pas de quoi manger, elles s'éloignent. Donc je ne dis pas qu'on doit laisser les souris entrer dans la maison et tout. Ça, c'est pas un bon signe non plus. Les souris doivent rester dehors, un peu loin de la maison. Si on peut les nourrir dans les poubelles, qu'elles aillent là-bas manger, voilà, parce que c'est aussi les créatures de Dieu. Pourquoi pas? Maintenant, les cafards, quand vous avez tellement de cafards à un moment donné, souvent, ça peut être un passage d'une force négative qui est liée à des reptiles tant visibles qu'invisibles. Bon. De même, les toiles d'araignée, lorsqu'il en a beaucoup, c'est une maison appelée à connaître la pauvreté. C'est-à-dire, c'est chez quelqu'un qui, la personne sera en ruine. Mais si vous n'en avez pas du tout aussi, c'est quelque chose qui n'est pas aussi de nature à... Ça s'explique aussi. Toujours comme quoi vous n'avez pas de l'abondance possible. Voilà. D'accord. Professeur Emmanuel Lipote, comment faire pour vous rencontrer à Foumbot? On ne peut pas me rencontrer à Foumbot. Pourquoi? Sauf si on m'invite et que je vois le pourquoi. Parce que je ne dis pas que je ne peux pas me déplacer si quelqu'un a besoin d'une aide et que ça rentre dans le sens de ce que on doit assister une personne. Voilà. En dehors de ça, on a des outils, il y a le téléphone, il y a le site internet qu'on peut ramener même jusqu'au niveau de son portable pour être en contact avec nous tout le temps, tout le temps. Bon, et là, le fait d'être en contact à distance peut aussi être valable autant que de me déplacer, parce que je peux aussi me déplacer et ne pas être efficace. Voilà. Ok. Professeur Emmanuel Lipote, on a ce téléspectateur qui voudrait savoir le fait que tu es depuis un temps dans une stabilité et dans ton couple, mais après un moment, il y a toutes sortes d'incompréhensions. Pour vous, c'est naturel ou pas? C'est naturel. Il y a dans les couples des parties de leurs rencontres qui sont émouvantes. Les premiers jours, c'est émouvant. Il y a une certaine sensation. Bon, et dans cette sensation-là, on a l'impression que
on venait de découvrir l'intimité. D'accord. Bon, alors, dans tout cela, il y a le coup de foudre et tout. Ça nous amène donc souvent à conseiller les gens que pour qu'une relation sentimentale soit pérennisée, il faut faire une étude d'affinité. Oui, d'affinité, de compatibilité. Voilà. Donc, le site pour voilà, ça. Donc, voilà. D'accord. On arrive au terme de cette édition. Votre dernier mot, professeur Emmanuel Lipote? Bon, nous sommes contents de savoir que les gens nous proposent des thèmes et nous nous battons pour essayer de dire quelque chose par rapport à ces thèmes-là. Parce que le thème de ce soir nous a été réclamé. Ce n'est pas venu de nous. Bon, je ne sais pas si vous ne serez pas la personne qui voulait bien ce thème. On aimerait bien qu'elle réagisse, qu'elle nous dise si elle a été satisfaite. Auquel cas, on pourra venir à la deuxième partie du thème ou pas. Voilà. Merci, professeur Emmanuel Lipote. Merci à la technique. Merci à vous à la maison. Vous avez la possibilité de réécouter cette émission sur YouTube. Demain, nous rendez-vous mardi prochain dès 23h. D'ici là, portez-vous bien.